dans la démarche de Great Place to Work, si tu veux, il y a 5 points clés qui sont identifiés et qui sont évalués. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Voilà, je te mets un baby-foot et maintenant tu es heureux et puis voilà, et travaille. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien, et toi ? Ça va bien. Nous sommes un super vendredi, alors pas du tout ensoleillé en ce qui me concerne. Là, je regarde par la fenêtre en Suisse. Il fait gris et moche, mais ça change rien. Demain, c'est week-end et on est content de finir la journée ensemble avec Thomas. Thomas me disait qu'il y avait eu plein de bonnes nouvelles cette semaine et que c'était pas une mauvaise manière de terminer. Thomas, donc avant toute chose, déjà, j'aimerais te remercier d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro qu'on enregistre aujourd'hui donc, en partenariat avec Great Place to Work pour parler d'un sujet qui évidemment va tourner autour de ce sujet-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je vais peut-être te laisser te présenter ainsi que ton entreprise. Très bien, oui. Alors, du coup, moi, je m'appelle Thomas Mathieu. Alors, j'ai souvent l'habitude qu'on se trompe, qu'on m'appelle Mathieu ou Thomas, mais ça, c'est classique. J'ai 30 ans et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Guest Suite. Et Guest Suite, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui accompagne les professionnels dans la gestion de leur réputation en ligne, tout ce qui est avis client sur Internet, si tu veux. Et on aide nos clients à collecter davantage d'avis. On part d'un principe qui est vraiment tout bête et très simple, c'est que les clients ne s'expriment pas naturellement. Et nous, on donne la capacité aux clients de nos clients de s'exprimer davantage sur Internet, sur des plateformes d'avis, comme Google dans la plupart des secteurs d'activité, TripAdvisor spécifiquement dans le tourisme. Et de cette façon, on vient multiplier par 3, 4, parfois par 10 le volume d'avis de nos clients. Et donc du coup, d'un seul coup, leur image en ligne est beaucoup plus authentique et beaucoup plus le reflet de la réalité de leur métier. Et donc, on fait ça voilà, depuis 8 ans maintenant. On a à peu près une cinquantaine de personnes. Comme je disais, on est basé à Nantes, où il fait beau aujourd'hui, contrairement à chez toi. En regardant par la fenêtre, quand tu faisais la remarque, j'ai vu les rayons du soleil. D'ailleurs, il fait toujours beau à Nantes. Et voilà un petit peu pour faire le pitch de Guest Suite. Et alors donc, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, petit épisode spécial, et donc pour rentrer directement dans le sujet, vous êtes une des entreprises qui êtes passée par Great Place to Work pour justement vous pencher sur ces questions-là. Et donc en dézoomant, on s'est dit que c'était une super occasion de parler avec toi de la question fondamentale qui se cache derrière ce sujet. C'est pourquoi est-ce que c'est important d'être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler ? Pourquoi vous vous êtes penché sur le sujet, en l'occurrence avec Great Place to Work ? Et globalement, quelle réalité ça recouvre ? Enfin, parce que on peut se poser légitimement la question dans les sujets RH en startup, c'est pas forcément à ces sujets qu'on pense en premier, notamment avec des démarches qui, tu vas nous l'expliquer, sont pas neutres. Hein, ça va vous remuer un petit peu dans les tripes. Donc, globalement, on va parler un peu de tout ça, de ton expérience. On y va ? Et ben c'est parti. Je te laisserai volontiers commencer. C'est quoi le point de départ, la toute première pierre blanche qui marque ton envie de te pencher sur ces sujets ? Et est-ce que déjà, au démarrage, c'était exactement ces sujets ou c'était un peu décalé ? Enfin, comment ça s'est passé ? En fait, je distinguerais 2 choses. Je distinguerais la manière dont on envisage l'entreprise, mon associé et moi, c'est-à-dire la manière dont, naturellement, on va dire, on anime une entreprise, dont on fait en sorte que les gens s'engagent au sein de l'entreprise, qui est, on va dire, un socle fondamental de la démarche de Great Place to Work. C'est-à-dire que la démarche de Great Place to Work est arrivée assez tard là-dedans, puisqu'on a commencé à rentrer dans cette démarche,
si je dis pas de bêtises, je pense que ça devait être aux alentours de 2017, 2018. Je pense que c'était peut-être 2018. L'entreprise, elle a été créée en 2013. Et si tu veux, on n'a pas commencé à être une Great Place to Work en 2018. On a toujours, on a du moins cherché, et c'est là où tout le sujet va se placer, je pense. On a toujours cherché à fournir des conditions de travail telles que nous, on aurait pu les espérer, en fait, hein. C'est-à-dire à la fois un cadre de travail au sens vraiment le lieu, hein, un cadre de travail agréable, des missions qui soient intéressantes et pertinentes, une mission de l'entreprise qui soit utile, parce que mine de rien, ça fait partie aussi des sujets, et finalement, autant que possible, et puis c'est difficile d'être juge et partie là-dessus, mais le plus de bienveillance possible au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui pour nous était le socle. Et puis vient effectivement cette deuxième phase de 2018, comme je disais, où effectivement, on a commencé à se dire, OK, on a fait quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, on le sentait quand on en parlait avec les collaborateurs, quand on voyait les séminaires qu'on pouvait faire, etc. Il y avait quelque chose de très fort, en fait, humainement, dans cette entreprise. Et à côté de ça, on savait qu'on entrait dans une phase où on allait devoir recruter beaucoup de monde, faire un passage à l'échelle, parce qu'on allait lever des fonds à cette époque-là. On s'est dit, OK, faut qu'on rende ça visible, en fait, parce qu'on était très... en fait, on vivait quelque chose d'assez chouette entre nous, mais ça ne se savait pas. C'était pas forcément visible de l'extérieur. On s'est dit, comment on peut rendre ça visible de l'extérieur? Et le tout début de cette démarche d'aller vers Great Place to Work, c'était de dire, OK, peut-être que si c'est pas nous qui le disons, on va pouvoir le valoriser, on va pouvoir le mettre en avant. Et donc, c'est pour ça qu'on est entré dans cette démarche de Great Place to Work à l'origine. Et puis après, on va en rééchanger, mais on a dépassé cette étape-là. Mais on a été vers ça. Mmh. Et alors, du coup, revenons peut-être au point de départ parce que, tu as raison, vous n'avez pas attendu 2018 pour, faire votre maximum pour être un endroit dans lequel il fait bon travailler. Question qui est très candide, mais, pourquoi, comment, tes associés, ton associé et toi, vous vous êtes vraiment mis sur cette ligne de mire qui est de dire: «Non, bah, le fait d'être en endroit dans lequel il fait bon travailler, c'est une priorité forte pour nous». Et je dis ça, alors ça sonne presque cruel dit comme ça, mais c'est plutôt parce que ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'univers startup est difficile, monter une entreprise, c'est difficile et on peut très vite se retrouver, dépassé par l'opérationnel, avoir des priorités qui sont plus du côté de faire des clients pour que l'entreprise puisse survivre, hein, globalement, et arriver à se développer, à se maintenir. Les côtés RH, on peut être avant toute chose porté par le recrutement parce qu'on se dit que c'est ça qui est important. Enfin, c'est mine de rien pas neutre que de se dire, bah non, le côté je veux faire une entreprise dans laquelle il fait bon travailler est une priorité forte parce que c'est une chose de le souhaiter parce que bon, personne n'est contre la vertu, hein. Je connais pas grand monde qui va me dire moi je veux faire une entreprise dans laquelle les gens vont très très mal psychologiquement, hein. C'est une autre chose que d'y mettre entre guillemets l'énergie, les watts et éventuellement le budget nécessaire. Et ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que c'était une priorité forte pour vous et comment ça se manifestait en fait de manière très concrète. Eh, en fait, enfin, parce que forcément, là, tu me fais me replonger dans le début de l'aventure Guest Suite. Euh, j'ai pas le sentiment qu'à un moment donné, on s'est dit précisément, c'est ce qu'on souhaite, tu vois. Je pense pas qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà notre cahier des charges, la boîte, elle doit être comme ça, il doit se passer ci, ça, on doit. En fait, je crois, en tout cas, que ça s'est fait assez naturellement, et ça s'est pas fait que de nous, en fait. Ça s'est fait des collaborateurs qui étaient présents à l'époque, qui ont aussi façonné la culture de la boîte à l'époque, en fait, si tu veux. Et je pense que la seule chose qu'on a fait, c'est de faire très peu, en fait. C'est-à-dire de laisser faire des gens qui ont pris à leur charge d'organiser des événements, d'évidemment de laisser faire ces choses-là et au contraire de les encourager, de donner la capacité à. Et nous, tout ce qu'on a fourni, quelque part, c'est l'aventure dans laquelle plein de choses se passaient. C'est une époque assez chouette, hein, le début d'une startup, quand on commence à avoir les premiers succès, les premiers clients qu'on va signer, etc. On a vécu des grands moments. En 2016, on a eu l'opportunité et la chance
de faire l'acquisition d'un de nos concurrents. Donc, quand tu viens, la boîte, elle a 3 ans à l'époque, donc tu as ce phénomène d'accélération, tu as vraiment l'impression de participer à une aventure qui te dépasse, entre guillemets. Et je pense que c'est ces conditions-là qui ont créé ça, plus qu'une sorte de choix délibéré. Tu vois, on se serait dit, tiens, on va faire les choses comme ça. Maintenant, on va pas comment dire, pas se leurrer non plus. Je pense que on avait conscience avec François euh, que aujourd'hui les collaborateurs, pour attirer des talents, pour attirer des gens euh, qui correspondent à nos critères, il fallait aussi que la boîte soit attractive. Et je pense que tout ça s'est fait dans un espèce d'ensemble naturel où on a cherché à produire finalement ou à reproduire aussi probablement des modèles qu'on connaît tous, qui sont des modèles qui à l'origine sont des modèles de la startup, enfin des modèles startup de la Silicon Valley ou d'autres, euh, peut-être avec un chouïa moins de bullshit, c'est-à-dire comme on disait en préparant cet entretien, peut-être pas forcer le destin avec la table de ping-pong, le baby-foot et allez vas-y maintenant amuse-toi, mais juste essayer d'être nous-mêmes et de faire la boîte comme on l'imaginait. Mmh. Oui, donc en fait, il y a vraiment, alors ça va être embêtant pour les personnes qui ne pourront pas se retrouver dans autant de naturel, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que vous avez vécu. Il y a vraiment une notion de vous constatiez que, c'était une entreprise dans laquelle globalement les gens aimaient travailler, étaient contents de suivre l'aventure, et après il y a vraiment une question de consolider tout ça, notamment pour de la marque employeur, pour, que ce soit visible de l'extérieur et c'est pour cette raison-là que vous avez entamé donc la démarche Great Place to Work. Ce qui m'intéresse, c'est que forcément, d'entamer une démarche comme celle-là, de soulever le capot pour voir ce qui s'y passe, on peut se retrouver des fois confronté à l'écart entre certaines choses qu'on pensait et la manière dont elles se manifestent concrètement. Et du coup, si on fast forward et qu'on commence au moment où vous avez justement soulevé le capot, comment ça se passe? Vous avez regardé quels aspects dans la boîte, enfin dans la démarche Great Place to Work, et est-ce que toi, tu étais surpris de dire: «Ah oui, mais ça aussi, on va en parler et tout»? Oui, 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 c'est important, parce que ça participe au fait d'être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu, les zones sur lesquelles vous avez, fait un peu d'exploration? Complètement. En fait, dans la démarche de Great Place to Work, si tu veux, il y a 5 points clés qui sont identifiés et qui sont évalués en profondeur au niveau de Great Place to Work. La crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la convivialité. Et tu vois, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que nous, quand on entre dans cette démarche, on sait à l'avance, entre guillemets, qu'il y a une très très forte convivialité dans cette entreprise. Voilà. Ça, on n'a pas besoin, Ça, entre c'est bon. guillemets, voilà, on n'a pas besoin de Great Place to Work pour évaluer ça. Enfin, voilà, il suffit de passer 5 minutes dans la boîte pour se rendre compte qu'il y a une très forte convivialité. La fierté, bon, bah, on la ressent tous, on voit les collaborateurs, on voit comment ils parlent de l'entreprise, enfin, on se dit qu'il y a quelque chose. Mais en fait, après, on va creuser sur des sujets comme l'équité, le respect, la crédibilité, qui sont liés à beaucoup de sujets, hein, qui sont liés à la qualité du management, à la qualité de la circulation de l'information au sein de l'entreprise, à la qualité finalement de politique RH à proprement parler. Là, pour le coup, on rentre dans le dur, hein. Quand on parle d'équité, on parle de sujets effectivement qui sont très stricts et j'ai presque d'une certaine façon envie de dire trop strict pour une boîte de notre comment dire de notre type. Si on parle d'équité, de grille de salaire ou de choses comme ça, dans une boîte où clairement il n'y a même pas de début de commencement de grille de salaire à l'époque. Parce que en fait les gens rejoignent la voiture au fur et à mesure et bon, à un moment donné, il faut poser les choses. On est arrivé à cette étape-là aujourd'hui. À l'époque, on n'y était pas du tout. Et donc, du coup, ça vient te challenger et ça vient te pousser sur des sujets où, à la base, tu t'étais dit, bah non, bah nous, c'est bon, c'est une boîte où il fait bon travailler, c'est sûr. En fait, c'est sûr, regarde, les gens sont heureux, ils passent du temps ensemble. À l'époque, c'était tout à fait possible et même souhaitable que les gens se Mmh. réunissent, prennent, comment dire, des verres ensemble et passent de bons moments ensemble. Bon, il y a quelque chose. Et en fait, on se rend compte, et c'est là où c'est très intéressant, que ça va beaucoup plus loin.
que ça va creuser, comme tu dis, ça vient te challenger sur des sujets bien plus profonds et finalement aussi peut-être moins superficiels que ces sujets que l'on voit d'emblée, que sont la convivialité et autres, qui sont essentiels. Je pense que c'est un socle de bien s'entendre avec les gens et d'avoir une harmonie entre les gens. Pour moi, c'est le socle essentiel. Mais après, Il n'y a pas que ça. il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et je pense que ça nous a aussi fait mûrir par rapport à ces sujets-là, d'une certaine façon. Et alors, bah, plongeons-nous dans l'époque où vous avez réalisé l'audit, vous avez soulevé le capot. Est-ce que tu arrives à te souvenir, pour que ça nous donne un peu une idée, des sujets sur lesquels bah, vous avez confirmé votre intuition, du genre, ouais, ouais, non, en fait, bah, il s'avère que pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas s'expliquer, on est pas mal, on est drapeau vert, et les sujets sur lesquels vous aviez jamais envisagé, mais que vous aviez de la fragilité ou que vous aviez, voire même des drapeaux rouges? Alors complètement, complètement. Alors je vais aller très vite sur les drapeaux verts parce que de toute façon c'est pas comme ça qu'on progresse. Il faut aussi se concentrer sur nos points d'amélioration. On peut se faire une Mais petite tape dans le dos quand même en se disant: «Bon, bah, voilà, voilà, on a réussi ça». mais pour la tape dans le dos, comme je l'évoquais juste avant, nécessairement les sujets liés à la convivialité sont des sujets bah, voilà, qui naturellement, on le savait à l'avance et qui en réalité dans les résultats étaient des choses sur lesquelles on était plutôt bien positionné au niveau des résultats de Great Place to Work. Et pour l'anecdote entre guillemets, mais on voit que quand même une année 2020, on pourrait croire que la convivialité disparaît finalement parce qu'il y a plus d'occasion, il y a plus de voilà. En fait, on voit que les collaborateurs ont réussi à faire vivre, à faire perdurer cette convivialité de façon différente, en faisant d'autres choses, sur d'autres formats, en se voyant, mais à distance, en partageant, soit, j'ai vu toutes sortes d'initiatives, soit faire du sport ensemble à distance, soit faire des jeux vidéo ensemble à distance, mais sans que l'entreprise n'intervienne. Et c'est ça que je trouve important, en fait. C'est que les collaborateurs construisent leur propre Great Place to Work à ce niveau-là. Bon, ça c'est pour l'aparté sur le sujet de la convivialité, mais ça me semblait important de le mentionner. Et pour aller du coup au bout de ta question, sur les sujets où on s'est rendu compte qu'on était un peu plus bleu entre guillemets et où il fallait qu'on s'améliore, il y a des sujets très forts comme celui par exemple, moi qui m'avait beaucoup marqué entre guillemets, qui est celui de la communication, la circulation de l'information et de la communication. J'ai l'impression que c'est un problème un peu récurrent. Quand j'en parle avec des pairs, je vois que c'est un sujet qui revient régulièrement, la communication en entreprise. Mais là, pour le coup, on était sur du drapeau orange foncé, quoi, voire rouge sur le sujet. Et là, bon, bah, on se dit, OK, comment on peut améliorer les choses? Et on fait évoluer les choses. Et d'une année sur l'autre, on voit que les choses s'améliorent, mais on voit qu'on a encore des commentaires sur le sujet, qu'il y a encore de la place pour de l'amélioration. Donc ça, c'est des sujets où on s'est rendu compte, parce que en toute honnêteté, moi je pensais qu'on communiquait bien en fait. Enfin, j'avais pas le sentiment qu'on communiquait mal, du moins. J'avais l'impression qu'on communiquait les informations quand on les avait. Et finalement, on s'est rendu compte, bah non, les collaborateurs attendaient davantage de transparence ou voulaient être plus impliqués sur tel ou tel sujet. Avec une année 2020 par ailleurs hein, qui a été très particulière ou qui a été source de beaucoup d'inquiétudes aussi. Faut remettre les choses dans leur contexte, hein, mais qui a été source de beaucoup d'inquiétudes. Ça nous a forcé aussi à se dire, ok, là on peut encore faire une marche, quoi, on peut encore faire mieux. Donc du coup, on fait évoluer les dispositifs de communication. Derrière, ça doit aussi se matérialiser par des résultats très concrets et des actions très concrètes de mise en place de moments de communication, de valider avec l'équipe ce qu'on met dans ces moments de communication. Et très concrètement, on a mis en place à la suite de ça une communication trimestrielle avec toute l'équipe où on va partager tout un ensemble d'informations, mais à l'avant de ce moment de communication, on envoie un questionnaire et on demande aux collaborateurs ce qu'ils veulent savoir. On n'est pas en train de faire un truc descendant où on leur envoie de l'info et bon, ils prennent ce qu'ils veulent. On leur dit, bon, voilà, on va aborder les sujets que vous voulez qu'on aborde en fait. Donc, quelque part, derrière, voilà, on adresse vos questions, quoi. Et des fois, des questions très sèches, entre guillemets, hein, de collaborateurs sur voilà, est-ce que l'entreprise est en vente? Non, l'entreprise n'est pas du tout en vente. Mais en Mais fait, on ce en sont des parle du coup?
du coup, on en parle et du coup, on désamorce aussi plutôt que d'avoir des sujets qui peuvent être, voilà, on se le garde dans un coin de tête, c'est peut-être quelque chose qui existe, on sait pas trop. Bah là, voilà, on adresse le problème, quoi. On l'adresse ouvertement et je pense que c'est vertueux parce que du coup, il y a peut-être moins de non-dits aussi. Mmh. Et donc oui, c'est un des exemples, la communication qui a été, qui est ressortie comme étant, potentiellement, relativement fragile et qu'il fallait renforcer, et notamment, bah, par cet exercice, trimestriel. Il y a d'autres sujets, que vous avez pris, à bras-le-corps, soit parce que vous étiez un peu fragile, soit parce qu'il y a un autre cas de figure, hein, qu'on peut envisager, et c'est tout l'intérêt, d'aller, faire, un travail d'audit un peu exhaustif comme, ce que propose Great Place to Work, c'est d'avoir des choses qui étaient hors radar. Parce que la communication, on imagine bien qu'on communique dans une entreprise, mais il y a des choses, j'imagine qu'on peut se dire: «Ah oui, mais ça, je savais même pas que quelque part je devais le faire». Je sais pas si tu vois ce que je veux Mmh. dire? Est-ce qu'il y a eu Ah des choses complètement. hors radar qui sont ressorties justement par ce travail-là? Ouais, il y a d'autres sortes de choses. Alors déjà, pour moi, hein, la partie communication, elle était au moins en partie hors radar, hein, sur la manière dont c'était remonté. Mais il y avait d'autres choses, par exemple, sur la posture du management intermédiaire chez nous. C'est-à-dire Mmh. que pour expliquer très rapidement quelques éléments de contexte, on a créé l'entreprise avec mon associé François en 2013. On a finalement géré l'ensemble des équipes pendant assez longtemps et l'ensemble des sujets pendant assez longtemps. Et on a commencé à inclure des collaborateurs et à recruter depuis l'extérieur des collaborateurs sur du management intermédiaire. Et on s'est rendu compte, finalement, au travers de ces éléments, qu'il fallait qu'on progresse dans comment dire, ouais, dans la manière dont on leur donnait de la place, finalement. La manière dont on les laissait s'exprimer, dans la manière dont on leur laissait un périmètre pour être de vrais managers, entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, comment on construit leur place, comment on aligne aussi leurs pratiques managériales sur les nôtres et vice-versa. Comment est-ce que de tout ça, on crée un alignement global pour que bah, les collaborateurs les plus anciens se trouvent pas complètement déroutés parce que y a un management qui change du tout au tout. Et ça a pu arriver, donc c'est des choses vraiment importantes. Et comment, par ailleurs, bah, finalement, on ancre les bonnes pratiques globales de l'entreprise pour que eux-mêmes finalement deviennent des sortes d'ambassadeurs de ces pratiques managériales qui ont fait que jusque-là, on est devenu une Great Place to Work et maintenant le flambeau il est complètement passé, mais du coup c'est un chemin et ce chemin-là, ça a été, enfin le doigt a été mis du moins là-dessus par l'audit de Great Place to Work, ouais, clairement. Et c'est ça qui est, qui est frappant, c'est que à la et c'est pour ça qu'il y a autant de haine, je pense assez légitime sur le côté startup baby-foot parce que ça représente tout l'excès et tout le côté à côté de la plaque, de ce qui a pu arriver parfois. C'est que en réalité, les facteurs qui vont amener, une entreprise à être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, dans lesquels les collaborateurs et collaboratrices s'épanouissent, ou à l'inverse, à l'autre bout du spectre, une entreprise, toxique, dangereuse même pour ses employés. Parce qu'il faut toujours garder en tête que, même si ça fait pas rigolo dit comme ça, le bien-être au travail et les risques psychosociaux sont 2 faces d'une même pièce, hein. Bien sûr. Quand on tire le curseur à fond, en enlevant, les leviers qui font de votre entreprise une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, bah, on devient une entreprise dangereuse, pour les employés. Quelque part au milieu, on peut être une entreprise un peu tiède. Mais ce que je voulais dire, c'est que les facteurs ou les différents sujets qui ont de l'impact pour arriver à la fin à un endroit dans lequel il fait bon travailler ou pas bon travailler sont très nombreux et très très intriqués. C'est pour ça que du coup, bon, le côté baby-foot, c'est un peu simple quoi, comme réponse. Et moi, la question que je me posais, c'est dans le premier travail d'audit, là on a parlé voilà, de la communication, on a parlé de la convivialité. La communication étant un sujet un peu drapeau orange sur lequel vous avez bossé, la convivialité étant quelque chose sur lequel vous vous êtes dit ah bon effectivement on avait bien senti on était une bonne entreprise conviviale, mais maintenant au moins c'est clair que c'est important et que ça joue. Est-ce qu'il y a un sujet
qui t'a hyper étonné, où tu t'es dit, «D'accord, bah, je j'y avais pas pensé, j'avais pas pensé que ça jouait un rôle, dans le bien-être de mes collaborateurs et collaboratrices ou que ça avait un impact sur le côté, great place to work et que tu l'as découvert entre guillemets comme ça?» C'est un peu la même question que le radar, mais sous un autre angle, parce que j'essaye d'éviter, le côté exhaustif où on balaye tous les facteurs, parce que l'idée, c'est surtout de voir comment toi tu te saisis de ça en tant que dirigeant. Ouais, complètement. Mais en fait, déjà pour rebondir sur la première partie de ta question, hem, le côté un peu, on va pas se mentir, un peu, bullshit, start-up, voilà, je te mets un baby-foot et maintenant tu es heureux et puis voilà et travaille quoi et finalement il y a aucun sens qui est donné et cetera. On voit bien que ça a d'énormes limites et c'est pas ça le fond du sujet, en fait. Le fond du sujet, c'est, quand même une forme d'authenticité dans la démarche, et c'est pas parce que, on vient, effectivement, «arroser» entre guillemets les collaborateurs, de cadeaux ou de voilà d'outils ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà, de petits éléments pour le bien-être au travail physiquement, j'entends, hein, ce côté baby-foot, table de ping-pong, etc. Que d'un seul coup, on va avoir résolu les problèmes fondamentaux de sa boîte. En fait, si il y a un mauvais management, si on n'est pas en train d'essayer de faire progresser les gens, si on n'a pas un minimum de bienveillance, si les collaborateurs se tirent dans les pattes et qu'il y a de la politique interne à tous les étages et que en fait la boîte est sclérosée et que les choses n'avancent pas, tu peux mettre un baby-foot à côté, tu auras quand même un turnover élevé, tu auras quand même finalement une culture d'entreprise, pas forcément aller jusqu'à dire qu'elle soit toxique, mais qui sera problématique et qui sera pas justement ce côté un peu great place to work. Et avant du coup d'aller vers la réponse à ta question finale, et pour conclure là-dessus, bah, je pense qu'il y a une histoire d'équilibre là-dedans. C'est-à-dire que si je reprends, nous, on avait bossé avec toute l'équipe sur les valeurs de la boîte. Elles sont beaucoup sur de l'équilibre entre des éléments. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en citer deux qui me semblent importantes. Il y a la bienveillance et l'exigence dans les valeurs de la boîte. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Parce que qui dit Great Place to Work dit pas monde des bisounours, exclusive bienveillance, etc. Non, en fait, il y a de la bienveillance, c'est hyper important, mais elle vient avec l'exigence. Et de la même façon, s'il y a que de l'exigence, c'est pas agréable non plus, en fait. Et c'est bien cette histoire d'équilibre entre l'un et l'autre, entre bienveillance qui fait que on a le droit à l'erreur, on a le droit de dire qu'on s'est trompé, mais exigence, parce que exigence, on a le droit, mais on a aussi le devoir de reconnaître qu'on s'est trompé d'une certaine façon. Et on a aussi le devoir d'aller corriger son erreur ou faire en sorte on aille vers les objectifs de l'entreprise. Et exigence parce que les objectifs sont définis, plus ou moins clairement, ça c'est pas à moi de le juger, mais ils sont définis et on doit les atteindre. Et si on les atteint pas, bon, problème en fait. Et c'est là où il y a ce sujet-là. Donc derrière, pour aller chercher la fin de ta question sur ces éléments un peu où on aurait découvert un truc où on s'est dit tiens là on doit comment dire on doit absolument progresser. J'ai du mal à j'ai du mal à identifier d'autres éléments que ce que j'ai pu déjà t'évoquer sur le côté à la fois communication. Moi, ça a quand même été un peu une claque hein, de me dire, ah, attends, en fait, on communique mal. Parce que je pensais qu'on communiquait pas trop mal, du moins. Je n'avais pas la prétention de dire qu'on communiquait bien. J'avais pas l'impression qu'on communiquait aussi mal, entre guillemets, que ce qui pouvait nous être remonté par l'audit. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, tu vois, ce côté-là, quoi. Mmh. Et je saisis ton point parce que tu as raison et je pense, en tout cas de ma fenêtre, que c'est les 2 ingrédients fondamentaux pour réussir en fait à être à créer un environnement dans lequel il fait bon travailler, dans son entreprise. C'est l'authenticité est obligatoire. C'est nécessaire parce que effectivement, déjà, une entreprise qui n'aurait pour seul but que d'être dans les leaderboards de Great Place to Work, par exemple,
bah, ça part de traviole, hein, on va pas se mentir, ça peut Complètement. pas marcher. Et bon, alors ça va même des fois, un cran avant de ça, c'est-à-dire que du on s'en fout en fait. On reste une entreprise, qui sert le but de l'entreprise et la question d'être à un endroit dans lequel il fait bon travailler n'est même pas, imaginée. Là où c'est intéressant aussi, ce qu'on se dit, c'est que on peut avoir une très bonne intention, ce qui était le cas, ce que tu disais, vous n'avez pas attendu la démarche pour essayer de faire une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Pour autant, la bonne intention, sans une grille de lecture qui permet d'y voir clair sur la manière dont tout ça s'articule, crée forcément des angles morts. Parce qu'on peut pas être parfait, parce que c'est mine de rien, on va se le redire, hein, cette question de savoir ce qui a un impact sur l'épanouissement des employés, c'est quand même un champ scientifique entier, hein, la gestion des risques psychosociaux, enfin c'est un monde, hein, la théorie des organisations et tout ça. Donc c'est bien d'avoir une grille où on se dit, bah tiens, ça, check, check, check. Par contre, ça, tu l'as peut-être pas vu. Et ça donne aussi des outils pour avancer. Donc moi, la question que je me posais à partir de là, c'est maintenant que vous avez entamé la démarche, que c'est devenu une habitude, quelle mécanique vous avez mis en place pour en faire aussi un outil de pilotage? Parce que j'imagine qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on ne peut pas la refermer, hein. On ne peut pas se dire, bon, bah maintenant, on sait qu'on est moyen sur tel ou tel facteur. Bon, bah c'est tout. Voilà, au revoir, bonne nuit. On ne peut pas. Donc comment vous faites? Comment tu fais? Alors, en fait, ce qui est assez intéressant pour le coup, et là, je suis pas en train de faire la pub spécifique de Great Place to Work, parce que j'imagine que on doit pouvoir le faire aussi d'autres façons. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment très très quali dans l'approche de Great Place to Work, c'est qu'ils nous fournissent à la fin de ce travail-là, peut-être juste pour rappeler quand même rapidement le contexte, hein, mais comment ça fonctionne Great Place to Work, ils dispensent une enquête auprès de tous les collaborateurs avec un ensemble de questions assez important. Je n'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a au moins une quarantaine de questions. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Euh, et de ces questions-là, ils vont pouvoir ressortir finalement des indicateurs clés sur pratiquement toutes les facettes de l'entreprise d'un point de vue RH. Et donc, de là, une fois qu'on a ça, on a un rapport, on a quelque chose de très complet et on a quelque chose dont on peut discuter à la fois avec les managers, mais aussi avec l'équipe en fait. Et très clairement, dans le cas de l'audit, du dernier audit qui a été fait, on a fait une restitution auprès de toute l'équipe et on a présenté les résultats en toute transparence en disant bah voilà ce que vous nous avez dit en fait, voilà les résultats. Et donc voilà là où on a été moins bon et voilà ce qu'on prévoit de faire en fait. On l'a pas présenté tout de suite parce que d'abord on a travaillé sur le plan d'action aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une petite étape intermédiaire mais pas anodine, qui est de dire on travaille entre les deux sur un plan d'action avec les managers pour corriger certains points et proposer ça en fait pour dire bon bah voilà quelque part un peu je vous ai compris quoi, ces côtés un peu comme ça quoi. Et après, du coup, une fois que ça s'est fait, que le plan d'action est mis en place, vous refaites une piqûre de rappel tous les ans. Vous avez un petit outil de suivi pour voir comment évoluent les scores, j'allais dire, sur chaque zone. Parce que j'imagine, on le fait pas, c'est pas un one shot, hein, c'est un travail de tous les jours d'être une bonne entreprise dans laquelle travailler. Alors, en fait, le questionnaire de Great Place to Work, donc lui, il est administré tous les ans. Pour être tout à fait complet sur la démarche, c'est un questionnaire plus un culture audit, donc il y a un document dans lequel on vient finalement décrire l'ensemble des pratiques qui sont faites par l'entreprise. Donc c'est ces deux éléments-là, et ces deux éléments-là, en fait, on le fait effectivement sur une base annuelle. Maintenant, rien ne nous empêche, et c'est ce qu'on entreprend de faire cette année, qu'on ne faisait pas avant, rien ne nous empêche, nous, de sonder nos collaborateurs sur des sujets similaires. Évidemment, on ne fait pas une enquête Great Place to Work tous les 3 mois parce que ça aurait peu de sens. Et puis de toute façon, on n'a pas l'expertise entre guillemets scientifique pour aller analyser correctement les chiffres. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, avant nos interventions trimestrielles, maintenant, on envoie un petit questionnaire aux collaborateurs. Bah, ce questionnaire, c'est aussi un prétexte pour leur demander comment ils se sentent dans l'entreprise et pour juger certains des points sur lesquels on sait qu'on est plus en difficulté, en fait, et pour voir si les collaborateurs nous jugent bien, entre guillemets, sur ces sujets-là, quoi. Et avec une attention toute particulière portée entre guillemets, à l'authenticité des réponses. Euh, Faire peut-être une petite aparté, un petit lien avec notre métier. Notre métier, c'est de faire du feedback, hein, Oui, tout à fait. de récupérer de l'avis de client. Et on sait une chose, c'est que bien des biais peuvent être introduits dans la manière dont on collecte un avis.
parce que la manière dont, on approche la question, la manière dont on accompagne la question, on dit au client, surtout mettez-nous une bonne note et cetera. Là, on sensibilise nos clients à ne pas le faire. Et en fait, on va sensibiliser aussi nos collaborateurs à être le plus authentique possible, à nous dire, enfin, à dire si à appuyer où ça fait mal. On ne demande pas d'être sado, hein, et de, de nous, voilà, de nous poignarder, mais juste d'être franc et d'être honnête et d'être authentique pour qu'on puisse savoir précisément qu'est-ce qu'on fait bien, mais aussi sur quoi on peut être meilleur, quoi. Mmh. Donc, voilà, pour répondre à ta question, on a cette démarche-là une fois par an avec Great Place to Work, et derrière, on vient compléter avec des démarches un petit peu autonomes, euh, pour l'instant au trimestre en tout cas. Et effectivement, hein, ce qui ressort, et avec lequel on est totalement d'accord, c'est, alors au-delà de toute l'amitié qu'on a pour Great Place to Work qui nous, permettent de te rencontrer et de discuter de ce sujet qu'on a vraiment envie de partager au plus grand nombre, hein, la question de, comment l'importance d'être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler. Ce sur quoi on peut mettre l'accent, c'est la question de maintenir entre guillemets, «l'effort» sur ces sujets-là, que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en one off. Et après effectivement, entre, le faire, tous les ans, avec un partenaire comme Great Place to Work, le faire un peu, façon maison où on essaye de prendre le pouls de ses employés, ou avec différents outils qui permettent de faire ça de manière hebdomadaire, à la limite, tout est une bonne manière de faire à partir du moment où c'est régulier. Ce qu'il faut pas, oublier, c'est que par nature, les startups sont en transformation permanente, pour le meilleur dans la plupart des cas, c'est-à-dire de la croissance, mais ça peut être dans d'autres cas des pivots, des choses comme ça, et que ce qui était vrai, ce qui fonctionnait à un instant T a tendance à fonctionner moins bien à un temps T plus 1. C'est pour ça qu'il faut garder toujours un peu du monitoring de ça, quoi. Non, mais complètement. Et puis, comme le dit aussi l'adage, tout ce qu'on l'on mesure s'améliore. Ouais. Et la question qu'il faut se poser à la toute base, en fait, avant de rentrer là-dedans, euh, si le sujet, c'est juste, comme tu disais, le côté un peu fancy, great place to work, on va pouvoir dire on est dans les meilleures entreprises de France où il fait bon travailler, etc. Bon, c'est peut-être pas le bon point de départ. Le bon point de départ, c'est déjà de se poser la question en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, parce que c'est clairement une décision qui doit venir de cette base-là, hein. Enfin, je vois difficilement comment ça peut être autrement. Eh bien, faut se poser la question, est-ce que c'est une ambition de l'entreprise? Est-ce que c'est une vraie ambition de l'entreprise? Est-ce que c'est stratégique? Je suis convaincu que c'est stratégique pour à peu près 100% des boîtes, en fait. Mmh. Je ne vois pas comment on peut espérer, entre guillemets, embrasser les changements que va connaître, et que commence déjà à connaître notre économie, si on n'a pas des équipes qui sont hautement engagées et qui ont envie que leur entreprise réussisse. Parce qu'au fond, c'est un petit peu ça aussi le sujet, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les associés ou voilà, que tout le monde soit acteur de la réussite de l'entreprise. Et donc que tout le monde se pose la bonne question en fait au bon moment. Et ça, c'est essentiel comment dire, dans les transformations que vivent les entreprises. Mmh. Et donc, il faut qu'il y ait cette démarche-là. Et dès qu'on a cette démarche-là, bah ça, cet outil-là ou d'autres, voilà, c'est un des bons outils, je pense, à faire. Mais avant tout, avoir une démarche, avoir une ambition et avoir surtout une prise de conscience. Ok, c'est utile, c'est un enjeu. Et au-delà de dire, ok, il y a l'enjeu A, l'enjeu B de transformation de ma boîte dans les 5 prochaines années. Bah, faut déjà s'assurer qu'on a la bonne, comment dire, le bon bateau avec le bon équipage qui sera prêt à bien surfer les vagues qu'on va rencontrer en fait, parce que la taille des vagues, la hauteur des vagues, on va pas forcément bien les anticiper. Et l'important, c'est d'avoir le bon équipage. Et ça, c'est très important ce que tu dis, et on va le souligner. On en avait parlé avec Javelot dans un ancien épisode, par exemple, mais faut pas oublier qu'on l'aborde avec une casquette un peu rationnelle, analytique, ou avec une casquette sensible, le résultat est le même. Si je prends ma casquette très rationnelle, très analytique, très froide donc,
oui, le fait de mettre des watts et de l'énergie sur le fait d'essayer d'être l'entreprise dans laquelle il fait le meilleur travailler possible, ça a un impact énorme sur, le business, la croissance que vous voulez. Parce que ça réduit le turnover, ça vous permet d'attirer des super profils, ça fait des gens qui sont engagés et qui vont se donner, à fond sur le projet. Ça évite tout un tas de dérives qui peuvent, coûter très cher en capital humain ou du coup, à terme, dans plein d'autres choses. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gagner dans de la performance à proprement parler et je renvoie sur, les sceptiques à ce sujet. L'épisode qu'on a enregistré avec Pauline Bergeret sur les sujets de diversité et inclusion qui ressemblent de l'extérieur à des sujets sociétaux, mais en creusant un petit peu, c'est des sujets sociétaux qui touchent à la performance après. Oui, une entreprise qui a des hauts standards en termes de diversité et d'inclusion est largement plus performante. Il n'y a pas de débat là-dessus, il y a de la data. Et une fois qu'on a dit ça c'est ma casquette très froide. Il y a une autre casquette, et honnêtement, pour avoir passé beaucoup de temps et continuer à passer beaucoup de temps avec plaisir dans l'écosystème startup, c'est que ce qu'ont en commun la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, mais une écrasante majorité, hein, c'est de monter une entreprise ou un projet pour des raisons nobles. Pas Mmh. forcément toujours pour des raisons sociétales ou d'impact ESS, Tech for Good, etc. Mais au moins pour dire, je veux créer une boîte dans laquelle on va essayer d'accomplir quelque chose de chouette, ensemble, une aventure, etc. Il n'y a pas grand monde qui est hyper cynique ou qui fait ça pour le pouvoir et l'argent, parce que globalement, il y a des chemins qui sont plus faciles, hein, pour le pouvoir et l'argent, hein, pour être très concret. Tout à Euh, fait. je pense que tu peux être d'accord, Thomas. Mais par contre, il y a quelque chose qui arrive très souvent. C'est en cours de route, pour tout un tas de raisons, parce qu'on a des actionnaires, parce qu'il y a la pression du quotidien, parce que les heures sont nombreuses et que les semaines sont très longues, on peut se retourner et se dire, mince, mais en fait, j'ai créé une entreprise de connards. Ou en fait, dans ma boîte, il y a plein de trucs qui vont pas. Je fanfaronnais en buvant des verres avec mes amis, comme quoi, salaud de patron, ils font ci, ils font ça, mais je fais les mêmes choses. Tiens, j'ai cédé à la pression de faire deux trois trucs qui sont pas OK. Et en fait, ça, c'est très, très, très déprimant, c'est dévastateur pour même les entrepreneurs, parce que souvent, euh, anecdote qui n'a rien à voir, mais elle me vient, donc je la partage. La plupart des gens, je pense, ont vu la série Breaking Bad. Oui, bien sûr. Breaking Bad, c'est une série qui est chouette, et c'est donc un professeur qui dérive doucement vers le monde du crime, etc., pour plein de raisons, parce qu'il a un cancer, etc. Il s'avère qu'il est très attachant, ce personnage, mais que au fur et à mesure, il tourne mal. C'est le nom de la série, hein, Breaking Bad, c'est mal tourné. Et en fait, il y a un moment donné, et ça arrive à différents moments, parce que c'est très très bien écrit comme série, euh, mais ça arrive au bout d'un certain moment, hein, où les gens se retournent en disant, ah mais en fait le personnage principal, ce qu'il vient de faire, c'est plus justifiable, c'est pas ok. Oui, c'était écrit, c'est le principe. Sauf que bah, quand on suit l'aventure jour après jour, épisode après épisode, on se laisse un peu emberlificoter parce qu'on a plein de raisons et on se rappelle que la personne, elle a ses raisons de faire ça. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Ça peut mal tourner si on n'a pas les bons garde-fous et les bons outils de mesure, et ça rendra pas heureux ni vous ni les entreprises. Bon, désolé, c'est un petit cri du cœur, mais je le partage. Non, non, mais je comprends exactement là où tu veux en venir et effectivement, il y a ce côté, comme tu enfin, je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est, cette espèce d'effet d'entraînement, dans lequel on peut rentrer volontairement ou involontairement, mais plutôt involontairement parce que bon, on se concentre peut-être sur d'autres sujets et en fait, comme tu dis très bien, on se retourne et d'un seul coup: «Ah oui, mais en fait, qu'est-ce que j'ai construit là? C'est ça c'est pas droit, ça va pas» et cetera et je pense que globalement, tous les entrepreneurs se reconnaîtront d'une certaine façon. On trouve jamais que ce qu'on a construit est fini ou est parfait, ou etc. On voit toujours le petit défaut, ce qu'on peut améliorer. C'est naturel, je pense. Mais l'important dans tout ça, c'est l'impact aussi qu'on a sur la société, sur les collaborateurs qui, une fois qu'ils sont passés par l'entreprise, bah, est-ce qu'ils sont employables? Est-ce que quand ils ont le saut je viens de chez Guess est-ce que c'est quelque chose de positif sur leur CV ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que c'est ça aussi, hein? Est-ce que derrière, parce que tu as des entreprises qui, je pense, d'une certaine façon, cassent un peu les gens, déjà enfin, les rendent mal dans leur peau et du coup derrière ont du mal à trouver un emploi. C'est compliqué derrière. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle de l'impact sociétal des entreprises, de la responsabilité sociétale des entreprises, ça en fait partie aussi en fait. Et à l'inverse,
À l'inverse, c'était le début de la réflexion. On voit bien que de plus en plus d'études démontrent qu'il y a un lien direct entre l'engagement des collaborateurs, la qualité de vie au travail, peu importe quel label tu mets par-dessus ça, l'engagement des collaborateurs a un lien direct avec les performances de l'entreprise. Il y a une corrélation en fait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, soit je le regarde sous l'angle sentimental, soit je le regarde sous l'angle cartésien. Si je le regarde sous l'angle cartésien, bon, il n'y a même pas de, Il y a pas de pas débat. de débat. En fait, il n'y a pas de débat. Et c'est peut-être plus un sujet de sentimental, entre guillemets, ces sujets-là, mais malgré tout, si tu le regardes sous un angle voilà, cartésien, il n'y a pas de sujet. Et sentimentalement, je pense que dans ce qu'on vient d'échanger et la manière dont tu nous as fait voyager dans la manière dont vous l'avez pris, à savoir sur des choses que vous saviez faire, des choses que vous avez découvertes que vous ne saviez pas faire si bien que ça, je pense que ce qu'on peut garder comme mot de la fin sur la partie sentimentale, c'est que personne ne décide de faire un worst place to work, un endroit dans lequel il fait pas bon travailler. Il faut pas se leurrer, il faut pas diaboliser. Et même les entreprises qui sont terribles ne sont jamais. Il y a très peu de cas de figure dans lesquels, à leur tête, il y a des dirigeantes et des dirigeants qui font haha, je vais faire une entreprise dans laquelle on n'a rien à foutre des gens. Ça arrive pas, ça. Par contre, on crée une worst place to work sans s'en rendre compte à partir du moment où on ne met pas la focale suffisamment sur la question qu'on se pose du genre est-ce que je suis une entreprise dans laquelle il fait bon travailler ou pas et est-ce que je mets l'énergie qu'il faut pour le rester dans le temps. Je me permets d'ajouter quand même aussi une chose par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a encore d'autres questions qui sont peut-être encore plus macro, mais qui permettent d'aller vers ça. C'est-à-dire déjà d'avoir une mission d'entreprise qui soit claire. Où on va? Déjà, juste où on va. Est-ce que je me lève tous les matins, mon entreprise, est-ce que je suis en train de faire un boulot, entre guillemets, répétitif, finalement, qui va avoir assez peu de sens parce que il n'y a pas un but à tout ça. Donc déjà, est-ce que l'entreprise elle a une mission qui est claire? Tu vois, c'est le premier sujet. Et juste derrière, il y a un deuxième sujet, c'est dans quelle mesure le management va guider cette performance. Dans quelle mesure le management est engagé pour guider la performance et du coup, de ça va découler normalement des collaborateurs qui sont eux-mêmes engagés et qui du coup vont chercher à satisfaire les clients, ont compris la mission, vont chercher à l'accomplir naturellement et donc du coup vont probablement proposer des initiatives qui vont dans le bon sens puisque le sens est établi. C'est aussi toujours des fois on dit il y a des initiatives mais elles vont pas, ça va pas, ton initiative elle va pas dans le bon sens de l'entreprise. D'accord, mais est-ce que tu as décrit où tu voulais aller à tes collaborateurs? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment précisé, expliqué? Et donc, je pense que c'est important. Et derrière des salariés qui sont engagés, il y a toujours, je reviens toujours à ça, mais ce sujet de l'authenticité, ils vont de manière authentique être aux petits soins, entre guillemets, avec les clients. Parce qu'ils savent qu'ils le font pour la boîte et que c'est important, en fait. Ils vont bien les considérer. Et derrière, il y a un alignement, enfin, que ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein, mais qui normalement est hyper vertueux en fait, parce que derrière, du coup, ils servent bien les clients et donc du coup, ça contribue aussi à la création de valeur pour les clients. Bon là, si on vous a pas convaincu de soulever le capot de la voiture pour voir ce qui s'y passe, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. On a fait un bon tour, il me semble, Thomas. Moi, je te propose qu'on arrive, qu'on atterrisse tranquillement là sur cette discussion. Euh, Peut-être la première question qui se pose, c'est quelqu'un qui aimerait continuer la discussion avec toi ou te poser des questions précises sur soit Guest Suite, soit les démarches que vous initiez là-dessus. C'est quoi le meilleur moyen d'engager la discussion avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, je pense que le plus simple et le plus droit au but, c'est de me retrouver directement sur LinkedIn. Donc, Thomas Mathieu, vous me retrouvez sur LinkedIn. Guest Suite, Thomas Mathieu, vous me retrouvez assez facilement, je pense. Vous pouvez me trouver également sur Twitter, mais je suis pas très bavard. Je suis très présent, mais peu bavard. Bon, LinkedIn, ça sera pas mal du coup. LinkedIn sera très bien. Ensuite, tu connais la tradition de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout? Alors déjà, parce qu'on en a parlé un petit peu en amont, mais Breaking Bad, du coup. voilà, Breaking Bad. Non, mais bon, s'il y a un podcast que je dois recommander pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment le podcast de Tim Ferriss, qui est un
des précurseurs, bon, qui se trouve être en anglais par contre, mais qui est un des précurseurs du podcast et qui toujours des sujets extrêmement divers et variés, mais qui sont passionnants et qui touchent à la fois on va dire au bien-être personnel, mais aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, à la gestion globale des business. Donc, il y a un podcast qui est absolument passionnant. Et d'ailleurs, il a pas mal de bouquins qui sont absolument passionnants. Je vais essayer de ne pas en tirer un de ces bouquins-là. Par contre, moi, il y a un bouquin, parce que quand tu me posais la question, enfin, il y en a deux qui me viennent à l'esprit quand on adresse ces sujets-là. Il y en a un, ça peut-être être un peu surprenant ou un peu hors sujet, mais je vais quand même le partager. C'est un bouquin très basico-basique, mais que je recommande à beaucoup de mes collaborateurs, qui est le bouquin Get Things Done de David Allen, qui est un bouquin sur l'organisation personnelle et sur la gestion de ses tâches. J'ai remarqué que les collaborateurs on rencontre évidemment les mêmes problèmes que moi j'ai pu rencontrer d'organisation, de gestion des priorités, de suivi de ces tâches. Comment être finalement bien organisé, ça peut paraître bête, hein, mais comment être bien organisé peut me rendre plus performant au travail. Et donc c'est un bouquin que je recommande pas mal à mes collaborateurs et qui, je pense, contribue d'une certaine façon à leur bien-être au travail s'ils y appliquent les méthodes, ce que j'espère. Et peut-être un autre bouquin qui est très différent, mais qui s'appelle Powerful, qui est sur la culture de l'entreprise Netflix, voilà, qui est qui est assez intéressant. Donc voilà, bon après, je pourrais partir des heures sur les bouquins, sur, comment dire, sur ces sujets-là, mais déjà, ces deux-là, c'est intéressant, je trouve. Oui, Sur des sans compter que les épisodes du podcast de Tim Ferriss durent plusieurs heures, je pense que là, les auditeurs ont de quoi se cultiver hein, entre les bouquins et Tim Ferriss. Alors effectivement, et en toute transparence, je n'ai pas écouté tous les podcasts de Tim Ferriss Non, parce mais c'est qu'il pas y en possible. a. Mais même lui, il les a pas écoutés. Hein. Il était à peine C'est là, hein, possible, c'est sûr. C'est pas c'est très possible. Ensuite, tu connais notre autre tradition qui est une tradition de passage de flambeau. Qu'est-ce que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast donc quelqu'un qui t'impressionne, à qui tu aimerais passer le micro. Alors, je réfléchissais à ça du coup tout à l'heure. Je me disais, et c'est amusant parce que lors d'un précédent podcast, on m'avait posé une question similaire et j'avais déjà cité cette personne-là, mais je le recite parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Jean-Loup Racine. Il dirige une boîte qui s'appelle Le Phare depuis 20 ans dans des sujets liés au web. Donc, autant dire déjà, ça fait 20 ans qu'il est sur ces sujets-là. Donc, il a, comment dire, déjà on va dire, est précurseur dans son propre métier. Et il est aussi pas mal précurseur sur les sujets liés à justement la gouvernance de l'entreprise et tous ces sujets liés à voilà, l'engagement des collaborateurs par tout ça. Et je pense que ça va être quelqu'un d'intéressant qui se pose beaucoup de questions sur ces sujets voilà, d'engagement des collaborateurs. Donc voilà, je pense à lui. Ok, le message est passé. Écoute Thomas, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu, déjà d'une part au démarrage de soulever le capot de ton entreprise et en plus de nous partager l'expérience au micro du podcast de Yann Hiro. Je te remercie donc beaucoup pour l'authenticité qui était un mot-clé qui est revenu beaucoup. Moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite et puis à bientôt. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.